Bonjour à toutes et à tous. C'est à notre tour de poursuivre les riches échanges du jour autour d'un panel intitulé « Le dessin en transition, nouvelles approches des collections ». Donc merci d'être là, présents dans la salle, nombreuses et nombreux pour aborder un sujet, une vision des collections davantage patrimoniales aujourd'hui, au sujet des collections de dessin. Donc je suis Pamela Gerda, j'œuvre à la conservation Beaux-Arts du musée Yéniche Vevey, un musée public situé en Suisse romande, au bord du lac Léman, dans un cadre superbe. Donc, bienvenue si vous souhaitez faire le déplacement jusqu'à Vevey. Ce musée a la particularité d'être spécialisé dans les œuvres sur papier grâce à une politique d'achat proactive, ciblée, ainsi qu'à des multiples dons et laisses qui ont ponctué son histoire. Donc aujourd'hui, nous conservons une collection de dessins qui compte environ 11 000 feuilles, couvrant un panorama de la Renaissance jusqu'à la création la plus contemporaine. Simplement dire qu'en 2022, Johanna Neves avait convié le musée Yéniche à présenter ici même, dans un autre espace, l'exposition XXL, le dessin en grand. Une exposition dédiée au dessin contemporain monumental et à son intermédialité. Donc, au nom du musée et de sa directrice Nathalie Schex, qui est présente ici au premier rang, je tiens à remercier vivement Johanna ainsi que toute son équipe pour avoir réitéré l'invitation cette année. Donc, actuellement, à Vevey, ce n'est pas du tout le dessin contemporain qui est à l'honneur, mais le dessin ancien. Nous présentons en effet une exposition intitulée Disegno Disegni, donc, qui est une exposition qui non seulement met l'accent sur nos collections de dessins italiens, mais qui propose également de revenir à cette définition du dessin, au fondement du médium, à cette définition première dont il a été aussi question dans le précédent panel. Donc le disegno qui, en substance, signifie à la fois le trait sur le papier ainsi que l'intention de l'artiste, son projet. Donc, avant de gagner pleine autonomie, rappelez simplement par ce bref détour historique et cet écho, plus ciblé sur le dessin ancien, que le dessin était un instrument préparatoire, sous-jacent, un outil vraiment qui permettait aux artistes de transiter par ce médium-là pour réaliser d'autres projets, des fresques, un décor architectural de plus vaste ampleur, etc., etc. Donc simplement dire pointer par ce détour historique ce caractère fondamentalement pluriel du dessin qui est en constante évolution, dans sa définition, certes, dans sa forme aussi, sa matérialité, ainsi que dans ses usages et fonctions. Donc, à mesure aussi que le dessin se développe, les collections témoignent aussi de ces mouvements et transformations, donc de nouvelles pratiques et de nouveaux enjeux émergent aussi, notamment au niveau institutionnel. Les collections circulent de même à large échelle, donc c'est précisément de cette mobilité du dessin au sens propre comme figuré dont il s'agira dans l'heure à venir. Nous échangerons autour des pratiques liées aux collections du dessin en transition et des approches aussi, des horizons qui en découlent. À travers 3 exemples singuliers, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce panel 3 intervenants qui nous partageront leurs expériences respectives. Isabelle Dervaux à mes côtés, qui a été conservatrice pendant 19 ans. Voilà, à la Morgan Library and Museum de New York et qui a contribué à développer et à valoriser une collection riche aujourd'hui de plus de 16 000 dessins, anciens, modernes et contemporains, notamment européens. Ensuite, Claudine Gramont, je poursuis avec Pascal, mais je voulais surtout parler d'abord des 2 musées, mais Pascal Neveu, qui est donc le directeur du FRAC Picardie, un fonds régional d'art bien connu ici à Drawing Now, dont la spécificité est le dessin contemporain et qui, ancré, disons, dans un territoire propre,
déploie une politique et un programme d'activité visant à promouvoir le dessin dans ses expressions les plus diverses et qui se dirige aussi vers un important chantier des collections. Et Claudine Gramont, chef du cabinet d'art graphique du Centre Pompidou, qui gère un fonds colossal composé de 36 000 pièces, dans un contexte actuellement aussi particulier de déménagement des collections. Donc un grand merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce panel et je vous propose sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez à l'écran, voilà, les coulisses, une image des coulisses du musée Yéniche, de nos réserves. Parce qu'en 2015, le musée Yéniche a reçu une importante donation constituée de 600 dessins de Ferdinand Hodler. Et l'an dernier, une partie de cette collection a fait l'objet d'un prêt à la Morgan dans le cadre d'une exposition justement signée par Isabelle Dervaux. Donc, au fil du temps, les collections sont amenées à être déplacées, soumises à des déplacements physiques. Elles transitent d'un espace à un autre, d'une institution à une autre. Elles prennent même parfois l'avion pour être accueillies dans un autre pays dans le cadre des prêts. Donc je me tourne vers vous pour aborder le premier volet de ce panel. Dans vos institutions respectives, comment faites-vous voyager le dessin? Quelle est votre politique en matière de circulation des collections? Isabelle, je vous cède la parole avec plaisir pour commencer. Merci. Bonjour à tous. Alors d'abord, il faut quand même dire que s'agissant du dessin, la proposition de voyager est problématique parce que le dessin étant très sensible à la lumière ne peut pas être montré enfin, il y a beaucoup de restrictions quant à la durée pendant laquelle on peut montrer des dessins. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait faire organiser une exposition itinérante de dessins qui voyageront dans 2, 3 ou 4 musées. Donc, en fait, si on veut montrer ces collections, il faut passer par d'autres moyens, disons. Et alors... Par exemple, un moyen, c'est faire des échanges avec d'autres musées. On envoie certaines de nos œuvres et eux envoient certaines de leurs œuvres. Donc, la première diapo que j'avais, c'était en fait les catalogues de 2 expositions. On a envoyé 100 dessins, chefs-d'œuvre en quelque sorte de la Morgan, au musée d'art graphique de Munich. Et à la Morgan, on a reçu 100 dessins en exposition donc de la collection de Munich. Mais même ça prête à des négociations assez difficiles parce que c'est toujours les chefs-d'œuvre qui sont demandés. Et ça, c'est sans doute quelque chose dont on reparlera quand on parle plus précisément des prêts individuels, mais même dans le cadre d'expositions, des musées veulent les chefs-d'œuvre de la Morgan. Alors évidemment, c'est toujours les mêmes dessins, donc on est obligé de faire preuve d'imagination et surtout de s'attacher aux feuilles, aux dessins même plutôt qu'aux noms, ce qui crée parfois des conflits avec les départements, entre la conservation et les départements marketing qui veulent toujours des noms célèbres. Enfin donc, j'ai ensuite amené un autre exemple. Ah oui, alors, donc s'agissant, la collection moderne à la Morgan est assez récente, puisqu'on a vraiment commencé quand je suis arrivée, comme la première conservatrice de dessin moderne et contemporain en 2005. Et donc, c'est pas comme si on avait vraiment des collections énormes à faire voyager en ce qui concerne le moderne. J'ai amené l'exemple de la collection de Gene Thor. Eugene Thor est le plus grand bénéfacteur de la Morgan après Morgan lui-même et a donné plus de 400 dessins. Et on avait fait une grande exposition. Parmi les 400, ça va de la Renaissance à nos jours pratiquement, enfin disons à Pollock. Et on avait donc fait une exposition qui comprenait pas mal de dessins modernes et qui a voyagé. Mais là aussi, donc ça c'est l'installation et l'exposition a voyagé au Clark Institute. Mais par exemple, le dessin de Pollock on l'a pas montré parce qu'il est vraiment très fragile. On l'avait montré à la Morgan, mais on l'a pas prêté au Clark. On a trouvé un autre Pollock. Un autre exemple de cas où
la suivante, de voyager. Alors, il se trouve que donc disons qu'on a environ 4500 dessins modernes, mais il y en a 1200 qui sont des dessins de Maurice Sendak, puisqu'il se trouve que Maurice Sendak a fait un grand legs de ses dessins et maquettes pour opéra, etc. Vous connaissez peut-être Maurice Sendak pour ses livres pour enfants. Max, en français, c'est Max et les Maxi Monstres, si je me souviens bien, des années 60. Mais à partir des années 80, Sendak fait essentiellement du décor de théâtre. Il a légué à la Morgane donc ses dessins essentiellement de costumes, de rideaux, etc. Et donc on avait fait une grande exposition et bon là il y a beaucoup de matériel. On l'a fait, elle a voyagé effectivement elle a voyagé au Isabella Gardner Museum de Boston ainsi qu'au Brooks Museum de Memphis. Et enfin, la dernière slide que j'ai amenée pour ça, un exemple peut-être un peu plus original d'échange d'exposition, la Menil Collection de Houston, qui a aussi une collection importante de dessins, souhaitait montrer, ils ont une petite collection de dessins français du 19e, ils ont donc souhaité les montrer, mais pour faire vraiment assez de matériel pour une exposition, ils ont demandé à la Morgane de prêter un certain nombre de dessins français du 19e aussi. Et là, en échange, en quelque sorte, ils nous ont prêté des œuvres de Twombly, de Cy Twombly, qu'ils ont donc un très grand tableau, Treatise on the Veil, avec 13 dessins qui s'y rattachent. Donc c'était un exemple d'échange un peu différent. Voilà comment on fait voyager nos dessins. Merci Isabelle. Cette question des avantages formidables de faire voyager des collections, mais aussi les contraintes que cela implique pour une institution, est-ce que... de votre côté, Claudine, au Centre Pompidou, comment faites-vous voyager les collections? Est-ce que vous êtes aussi confrontée à cette dualité, disons, les deux revers de la médaille, les aspects positifs et disons, plus contraignants des prêts entre institutions et échanges de ce type? Oui, évidemment. Ce qui fait le caractère du dessin dans une collection, c'est sa fragilité. Et évidemment, on y est très, très attentif. Alors, en ce qui concerne le centre, je crois que là, on se caractérise par le volume. C'est-à-dire le volume de prêts annuels est assez considérable, puisqu'on est sur un volume à peu près de circulation d'œuvres. Et Laetitia, qui est là, qui travaille dans mon service, vous me dites si je donne des mauvais chiffres. Mais voilà, la circulation, globalement, c'est 3000 œuvres qui circulent par an. Alors, cette circulation, ça implique ces différentes choses. C'est d'abord les prêts internes. C'est-à-dire que on considère comme sortant tout ce qui sort du cabinet d'art graphique. Donc, en interne, on va préparer une œuvre pour qu'elle soit placée dans l'accrochage de la collection permanente, où il y a bien sûr des rotations, le plus souhaitable étant tous les 3 mois pour les dessins. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi, comme vous le savez, d'autres centres Pompidou, donc des antennes du centre qui se multiplient. Donc la plus ancienne étant celle de Metz, et puis il y aura bientôt peut-être Jersey City, et puis il y aura aussi Séoul, etc., etc. Donc ça aussi, c'est des prêts qui sont en fait semi-internes. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'échange, on prête pour des expositions du centre et qui sont conçues par des conservateurs du centre. Et puis, on a aussi, bien sûr, les demandes de prêts externes. Donc, de manière très concrète, je vous explique. Peut-être, je ne sais pas si j'avais préparé une slide pour ça, mais... Peut-être pas. Non, pas naviguer dans le PowerPoint, vous allez voir beaucoup d'images. Voilà. Ça, c'était plus pour présenter la collection, mais bon, pour vous montrer un peu. C'est tellement gigantesque qu'on peut passer là-dessus. Donc, en prêt externe, c'est quand même aussi l'essentiel du volume. Donc c'est là où les choses deviennent très complexes, puisqu'il faut pouvoir satisfaire, et c'est la politique de la maison, les demandes le plus possible. Ça, c'est dans la politique qui a été initiée ces dernières années. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la demande arrive, elle est adressée à notre direction, et nous traitons ensuite le dossier. Et donc, la première chose à faire, c'est de se réunir en comité pour décider si on va dire oui ou non.
à telle ou telle œuvre, auprès de telle ou telle œuvre, à telle ou telle institution. Alors bien sûr, là, souvent quand on est dans le cadre du cabinet d'art graphique, nous sommes les personnes qui disent le plus souvent non. Donc on est ceux qui ont le rôle peu agréable de dire eh bien non. Alors on essaye bien sûr donc de camper sur nos positions le plus possible. Et après, d'essayer d'aménager parfois les conditions en proposant notamment des rotations. Ça, c'est une variable. C'est-à-dire qu'on va prêter le conservateur qui va concevoir, je ne sais pas, un projet avec 20 œuvres de Picabia, eh bien, on va lui demander de faire une rotation avec 10 plus 10. Aussi d'une manière concrète, comment ça se passe dans un service comme le nôtre, eh bien, il faut, une fois que ça a passé l'étape de la demande de prêt et de la commission dit oui, eh bien, cette œuvre, il va falloir la préparer, la sortir des réserves. Et puis, en premier lieu, c'est pour nous l'occasion, avec la restauratrice, notre restauratrice dessin, Clotilde Cooper, de voir en la sortant, dans quel état elle se trouve. Parfois, elles sont encadrées, parfois, elles sont simplement sous passe-partout. Si elle est encadrée, on vérifie le cadre et éventuellement, on refait le cadre, puisque souvent, comme sur 36 000 œuvres, eh bien, les cadres, il faut les refaire. Et les refaire, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la norme, c'est de faire sortir un dessin avec un cadre avec une vitre anti-UV et anti-reflet. L'anti-UV étant évidemment primordial, puisque c'est ça qui permet justement au dessin de résister d'une certaine manière aux UV qui l'abîment. Et puis après, évidemment, il faut expédier, transporter cette œuvre. Et donc là, c'est tout le service par la suite d'emballage du centre et ensuite d'expédition, là avec les transporteurs qui sont donc extérieurs. Et l'œuvre est bien sûr à chaque fois convoyée et installée dans le musée qui la reçoit. Voilà. Simplement, je voulais juste vous dresser le cheminement, toutes les étapes qu'implique un prêt. Donc, vous imaginez, simplement pour vous faire imaginer ce que c'est que de traiter un volume de 3000 œuvres. Justement, lorsque l'on convoie des œuvres d'art sur papier, des dessins en particulier fragiles, qui sont parfois des chefs-d'œuvre et qui ont une grande valeur d'assurance, eh bien, nous, c'est une attention de chaque instant. Ce sont des conditions qui nous mettent aussi dans des postures où nous avons l'impression de sauver des vies, alors que ce sont des dessins. Mais nous avons vraiment quand même ce sentiment de devoir, c'est notre devoir, c'est notre mission, que de gérer ces œuvres au plus près, notamment dans le cadre des convoiements. Ce sont des convoiements internationaux par avion, les conditions sont d'autant plus strictes. Est-ce que l'on peut peut-être simplement rappeler pourquoi le dessin est si fragile ? Parce que c'est aussi un débat, le dessin est fragile, oui ou non, mais dans nos cas de figure, des collections patrimoniales, pourquoi le dessin est si fragile, et est-ce que, Pascal, je peux vous céder la parole sur ce point, juste rappeler en fait, disons, ces caractéristiques intrinsèques au dessin lorsqu'il s'agit de dessin sur papier, évidemment. Alors c'est une question hyper embarrassante pour un frac. Je suis bien là pour cette raison. Je suis vraiment le vilain petit canard de la table ronde, parce que pour le coup, on porte vraiment un paradoxe fondateur dans l'histoire des fracs, c'est à la fois de diffuser et de conserver. Alors c'est d'autant plus problématique quand on a en charge une collection de dessins, puisqu'on est toujours dans cet arbitrage entre une large diffusion, un usage des collections, enfin des usages multiples des collections, et le soin, le caractère inaliénable, imprescriptible de nos collections, et puis toutes les problématiques de conservation préventive. Donc on est toujours dans une sorte de négociation permanente avec effectivement des définitions du dessin, des problématiques techniques, des problématiques de conservation qui sont multiples et aussi diverses qu'il y a d'artistes. Donc c'est vraiment des problématiques qu'on a vraiment du mal à gérer au quotidien, mais on part de ces paradoxes pour assurer vraiment la diffusion des collections et faire en sorte
que ces œuvres puissent trouver aussi et rencontrer des publics très très différents. Donc on essaye non pas de s'affranchir des règles en vigueur de conservation, mais on essaye de négocier avec ces règles pour faire en sorte qu'on puisse présenter dans les meilleures conditions les œuvres de la collection, que ce soit dans un contexte de musée, que ce soit dans un contexte de centre d'art, de galerie. Là, généralement, tout va bien puisqu'on est sur un dialogue de conservation qu'on partage. Ça se complique dès qu'on est dans des établissements scolaires, des hôpitaux, des services pénitentiaires et autres, où là, effectivement, on a des rythmes et des prêts qui sont différents selon les destinations. Donc il y a des usages vraiment multiples des collections. Et évidemment que cette question de la conservation et de ce paradoxe, elle revient depuis 41 ans en fait. Ça fait 41 ans que les FRAC existent, ça fait 41 ans que cette question se pose par rapport à l'usage de nos collections. Donc voilà, on est toujours entre deux et je rappelle à chaque fois les mots de Marcel Duchamp lorsque le grand verre s'est brisé et les conservateurs étaient tout penauds en allant le voir et en paniqué à l'idée que cette pièce s'était détruite et il leur a répondu « enfin ». Donc parce qu'il y avait vraiment cette idée que les pièces ne vivaient qu'à partir du moment où elles trouvaient un usage, qu'on s'en servait, qu'il y avait vraiment une définition. Donc on est vraiment dans ce paradoxe, puisque au même moment où je vous dis ça, on fait intervenir aussi des restaurateurs, des spécialistes, des différents supports, papier, des différentes typologies d'écriture. Avec des problématiques qui sont aussi des problématiques de recherche aujourd'hui tout à fait passionnantes sur les feutres, les pastels, les pierres noires. Donc on est face à un champ scientifique extrêmement riche et diversifié, et parfois avec aussi beaucoup d'inconnus. Merci. Parce que justement, les prêts, nous avons parlé de prêts qui constituent l'un des moyens, un moyen parmi d'autres, finalement, de partager les collections, de répondre à ces négociations constantes quant à ces objets, les montrer, mais à la fois les préserver. Donc oui, la tension est, disons, inhérente aussi à notre activité lorsque l'on conserve des collections patrimoniales inaliénables, etc., même si les propos de Marcel Duchamp résonnent particulièrement, notamment lorsque l'on doit conserver des collections qui sont extrêmement volumineuses et les espaces de plus en plus, disons, engoncés. Donc les prêts, un moyen parmi d'autres de partager les collections et plus largement dans des contextes, disons, de déplacement de collections internes propres à vos institutions. Comment faites-vous, quelles sont vos pratiques ou activités pour valoriser tout de même ces collections qui sommeillent dans vos réserves, qui sont fragiles, qui voyagent aussi beaucoup et qui doivent sommeiller à un moment ou à un autre justement pour être protégées de la lumière, protégées des UV, etc. Comment faites-vous pour gérer justement cette tension? Et je fais référence maintenant particulièrement au cas des déménagements de collections et je céderai sur cette question la parole à Claudine en premier lieu, si vous voulez bien, puisque vous êtes pleinement, disons, immergée dans le dessin en transition à l'heure actuelle. Oui, disons que, comme vous le savez certainement, donc le centre ça chemine vers une fermeture et donc un déménagement qui va débuter en mois d'octobre prochain. Le centre devant fermer ses portes définitivement, temporairement, pardon, mais ne disons pas n'importe quoi. Non. Devant fermer temporairement, mais je veux dire, on aura dû vraiment tout sortir du bâtiment et toutes les réserves qui sont présentes au centre, parce que toutes les réserves ne sont pas au centre. Mais voilà, tout ça devra être absolument terminé à la fin de l'année 2025. Mais même, puisqu'il y aura encore l'étage d'exposition temporaire qui va rester ouvert pendant un moment en 2025. Mais voilà, donc c'est évidemment un enjeu colossal que de déménager 120 000 œuvres, puisque ça c'est la totalité de la collection, 36 000 nous concernant. Donc que va-t-il se passer pendant cette fermeture? Comment on envisage les choses? Donc ça c'est ce que nous devons construire. Donc parallèlement, non seulement nous devons
préparer le déménagement lui-même, mais aussi nous devons préparer les années qui vont arriver et comment nous allons continuer à montrer notre collection. Donc là, le centre a mis en place un programme qui s'appelle le Centre Pompidou, la Constellation. Donc la constellation, pour vous le dire sans trop m'étendre, va concerner à la fois le territoire français et aussi l'international. En ce qui concerne le territoire français, donc il y aura en premier lieu des expositions du Centre Pompidou au Grand Palais, des expositions aussi le plus vite possible et dès que la chose sera prête, au nouveau Centre Pompidou francilien La Fabrique de l'Art, voilà, qui en fait seront nos futures réserves. Donc une fois qu'on aura déménagé, c'est là où iront les réserves, l'ensemble des réserves du centre, y compris les réserves du cabinet d'art graphique qui étaient auparavant donc à l'intérieur du centre. Donc voilà, notre futur lieu de rêve à Massy. Donc ça veut dire que ça sera un lieu à la fois de réserve et un lieu d'exposition. Et pour ce qui concerne le dessin, je pense que là, on a un enjeu particulièrement important, c'est que c'est aussi un lieu où il y aura véritablement des ateliers de restauration plus vastes, des ateliers de restauration qui seront mutualisés, de montage aussi mutualisé, et donc certainement, en ce qui concerne le dessin, la possibilité de développer de la recherche sur le médium dessin, sur le support dessin, puisque, vous savez, Massy se trouve non loin du plateau de Saclay. Et donc là, on a beaucoup de ressources au niveau des sciences dures. Et donc, on est déjà sur des pistes pour développer des recherches. À commencer, je vous cite juste un exemple. On va travailler, par exemple, sur la dégradation des gouaches, et en particulier la dégradation des gouaches on va commencer par les bleus de Matisse. Puisqu'on sait que la gouache est un matériau qui est très photosensible et qui donc se dégrade, mais qui se dégrade de manière différente selon les teintes. Vous voyez, c'est le type de recherche qu'on va pouvoir mener typiquement au Centre Pompidou francilien. Et puis un accès aussi aux œuvres et justement à toutes. Je pense que ça sera un lieu d'exposition très, très vivant. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses, mais je laisse la parole à mes collègues. Pascal, est-ce que nous avons au musée Yéniche souvent rêvé de dépôts visitables. Or, c'est c'est un rêve, mais difficile évidemment à concrétiser. Est-ce que dans vos projets de transformation, justement aussi des espaces de stockage des dessins et des collections de dessins, vous avez un temps imaginé aussi peut-être pour valoriser, à la fois conserver, rendre vos dépôts visitables, et si tel n'est pas le cas, quels sont aussi, tels que l'a évoqué Claudine, les autres moyens de valoriser les collections de dessins lorsqu'elles sont en transition dans ces cas de figure-là? Alors, c'est effectivement, il y a toujours une fascination pour les réserves et les espaces de conservation. Donc, en tout cas, je l'ai fait, moi, visiter assez régulièrement dans le contexte qui est le nôtre aussi, qui est un ancien couvent où la totalité du FRAC tient dans 1000 mètres carrés. Donc, on est vraiment dans des espaces assez contraints et les réserves qui aujourd'hui rassemblent à peu près 1400 œuvres tiennent dans 350 mètres carrés. Donc, on est vraiment dans un espace très, très, très modeste. Et l'idée, c'est évidemment de conserver cette dynamique dans une aventure dans laquelle on se projette également, nous, à l'horizon 2027, qui est la réhabilitation de l'ancien tripostal de la région Picardie, qui est un bâtiment qui fait à peu près 15 000 mètres carrés, dans lequel on va installer vraiment toute une filière autour des écritures dessinées, puisqu'il y aura aussi bien un festival de bande dessinée que le département numérique de l'école d'art, de design graphique d'Amiens et les collections du FRAC. Et là, on va vraiment consacrer
un espace dédié de 400 mètres carrés pour la collection, qui tournera évidemment à un rythme tous les 3 mois avec des renouvellements, des cartes blanches, des invitations, des relectures de la collection. Mais on conservera aussi l'idée de pouvoir traverser les réserves, de pouvoir imaginer des sortes de petits cabinets où on pourra présenter des ensembles monographiques, des corpus, pour garder aussi cette possibilité de faire de nos collections un outil de recherche, en fait, et pas simplement en passer par l'exposition pour révéler les collections, en fait. Justement, en parlant d'outils de recherche, à la Morgan, disons, pour avoir déjà effectué des recherches sur place, c'est un écrin très propice aussi à la recherche autour du dessin et du papier. Est-ce que, dans votre cas, Isabelle, vos espaces de consultation pour les chercheurs constituent le seul moyen de partager les collections, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens mis en place? Et je pense notamment au numérique aussi. Est-ce que vous utilisez particulièrement les outils numériques pour valoriser vos collections? Oui, enfin bon, d'une manière générale, ce que je voulais quand même dire s'agissant des prêts, c'est que les prêts font partie intégrante de la mission donc d'un musée public, et c'est important aussi pour les donateurs et pour les artistes, parce que souvent, on rencontre des collectionneurs, on essaye de les convaincre de donner ou de léguer leurs dessins au musée, et ils disent « Oh, mais non, parce que si on les donne au musée, ils vont être dans les réserves et personne ne les verra plus. » Et donc, ce qui est important de répondre, c'est que d'une part, évidemment, on prête toujours dans la mesure du possible, avec toutes les restrictions qu'on a déjà mentionnées, mais c'est aussi que même qu'il y a d'autres moyens de valoriser la collection, et que surtout une collection peut être très active par d'autres moyens que le prêt. Et en particulier, il faut considérer que les dessins, c'est un peu comme les livres dans une bibliothèque aussi, c'est des choses qu'on va consulter. C'est pas toujours pour l'exposition, mais aussi pour la consultation. D'ailleurs, la plupart des musées qui ont des grandes collections de dessins ont un cabinet des dessins, où ça s'appelle par différents noms. Voilà, j'ai amené le Drawing Study Center de la Morgan, et donc tout le monde peut prendre rendez-vous pour venir voir des dessins. Alors des artistes, simplement des collectionneurs, des gens intéressés viennent, et on sort les dessins et on peut les regarder et les étudier. Donc ça, c'est quand même un aspect important du dessin qui ne se pratique pas vraiment avec la peinture ou la sculpture, par exemple. Et d'autre part, un autre moyen évidemment de faire valoriser les collections, c'est de les rechercher, de les publier, alors en ligne, en livre, etc. Donc ça, c'est aussi, il faut considérer ça comme une part importante du travail des conservateurs, de mettre à disposition à travers les publications, les blogs, les social media, enfin tout ce que vous voulez. Il y a quand même beaucoup de moyens de faire connaître la collection, et ensuite les gens qui veulent vraiment venir les voir, si ce n'est pas exposé, eh bien, ils prennent rendez-vous et ils viennent voir les dessins. Oui, voilà. Absolument. C'est toujours un enjeu, effectivement, de publier aussi des dessins. Je pense en particulier aux dessins plus anciens, mais le dessin contemporain aussi. Et il est vrai qu'on utilise maintenant beaucoup les outils numériques pour cela. Et puis, c'est un outil particulièrement... Enfin, ce sont des outils, puisqu'ils sont extrêmement multiples, qui permettent aussi de conserver le dynamisme d'une collection, même si le lieu est fermé, même si le lieu est en pleine transition et peu accessible dans le cadre d'un déménagement, effectivement. Nous avons jusqu'à présent abordé, disons, le dessin sous l'angle du papier, principalement, avec quelques, disons, échos, résonances aux dessins plus anciens, disons. C'était un peu la perspective aussi des collections, puisque nos collections, en particulier les collections de la Morgan et du musée Jenisch, contiennent évidemment un grand nombre d'œuvres plus anciennes. Mais pour ce qui est du dessin contemporain en particulier, eh bien, il y a cette question qui émerge souvent. Le papier fait-il le dessin? En tout cas, au musée Jenisch, disons, l'identité de notre collection est particulièrement associée au médium papier. Or, dans la pratique contemporaine, et nous l'avons vu déjà dans les précédentes discussions, le dessin n'est
plus du tout exclusivement lié au support papier. Donc, cela pose aussi des questions nouvelles quant aux collections, comment patrimonialiser ces objets, comment aussi intégrer aux collections du dessin qui est hors format, qui dépasse le format papier et qui se développe, disons, sous des angles beaucoup plus fluides que ce support qui lui était à l'origine attribué. Peut-être pour ces aspects-là, en particulier, je serais ravie de vous entendre, Pascal. Comment, de votre côté, au FRAC, vous intégrez aussi à vos collections ces pratiques qui dépassent vraiment le support papier dans vos collections? C'est une des entrées de la collection du FRAC, puisqu'il y a effectivement des dessins à protocole, il y a des dessins performatifs aussi. On a des corpus de François Morellet, Sol Lewitt, Tremlett, Alberola, donc qui nous permettent, je pense qu'il y a quelques images. Ça nous permet effectivement de réactiver ces œuvres dans des contextes très différents les uns des autres, mais c'est aussi pour nous un engagement de pouvoir aussi accompagner les artistes aujourd'hui dans leur pratique à travers tous les usages du dessin qu'ils peuvent imaginer. Donc c'est d'être vraiment très très ouvert et de quitter l'espace de la feuille, du papier, pour effectivement être dans des logiques vraiment beaucoup plus d'inscription dans des patrimoines, dans des espaces différents, et en ouvrant aussi d'autres corpus qui sont assez peu présents d'une façon générale d'ailleurs dans les collections publiques en France aujourd'hui, qui sont d'ailleurs même pas libellés. Si on prend Vidéo Muséum, qui rassemble les collections publiques comme étant une base de données nationale très, très, très importante, on voit que par exemple le dessin d'animation est dans la rubrique vidéo cinéma. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéressait. On a lancé une dynamique de résidence d'artistes autour du dessin d'animation pour justement constituer un corpus, constituer une collection de dessins d'animation qui souvent obéit à des temporalités, des diffusions dans des festivals et autres, et pas forcément dans le cadre de FRAC, de centres d'art ou de musées. Donc ça nous permet vraiment de déplacer vraiment la lecture de ces collections et d'aller au-delà d'une définition classique du dessin dans nos collections. Mais les artistes nous amènent à expérimenter tous ces territoires. En fait, c'est vraiment, on les accompagne, c'est vraiment au quotidien qu'on nourrit ces nouveaux corpus, comme on nourrit aussi des nouveaux corpus autour des dessins de métier, par exemple, qui sont aussi importants et qui prennent des formes extrêmement différentes. Vous aviez un exemple de Tania Moureau à la Maison de la Culture d'Amiens l'année dernière dans le du printemps du dessin, c'était Johanna Neves qui l'avait invité, et là on avait un dessin absolument monumental, alors de façon assez classique, réactivé sur dos bleu, où la Van Rodenburg avait également complètement scénarisé, théâtralisé la présentation de ces grandes aquarelles. Mais on a actuellement un dessin de Sol Lewitt qui est représenté, qui est dans un couvent à Amiens, et une grande exposition qui ouvre là dans une dizaine de jours en Corée, où toute une salle est consacrée aux dessins muraux. En fait. Oui, effectivement, là, nous avons quelques exemples à l'écran, mais j'avais encore une question pour ma part qui concerne ces résidences d'artistes. En fait, est-ce que votre politique d'acquisition accompagne aussi, disons, l'artiste est aussi proactif, peut impacter aussi votre politique d'acquisition par moment? Enfin, comment vous vous positionnez par rapport à ce lien très étroit entre résidence et profil de la collection? C'est tout l'enjeu en fait pour nous, avec une collection qui est extrêmement muséale, puisqu'on a Basquiat, Sol Lewitt, Pennon, Kentridge, Dumas. Je pourrais continuer pendant des heures à énumérer tous les artistes qui sont présents dans cette collection. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment la circulation de ces œuvres et de cette collection en France et à l'échelle nationale et internationale. Mais c'est surtout d'être à l'écoute des artistes. Donc on a inventé et mis en place en fait des formats de résidence qui sont des formats de résidence recherche, où on invite un certain nombre d'artistes à partir du territoire de la Picardie. Donc on n'est pas à Paris, on est à 1 heure de Paris. On est sur un territoire très particulier, très singulier. On invite des artistes à découvrir ce territoire et à partir de cette découverte, à faire résidence et à faire projet. Et c'est cette dynamique de projet, de résidence qui va ensuite garder une trace dans la collection, puisque qui dit projet, production d'une œuvre et cette installation dans un territoire vient se traduire dans le développement par l'acquisition d'œuvres de la collection. Il y a Anaïs Lelièvre qui est juste en face de moi, mais c'est Jean-Luc Vernat à Raret aujourd'hui, c'est Valérie
Saunier, Lika Edaya, Teresa Lockman, Georgia Russell, c'est demain Nicolas Aiello que j'ai aperçu aussi dans la salle. Donc c'est vraiment de faire travailler des artistes et à un moment donné, la collection porte la mémoire de ces présences à nos côtés. Donc c'est évidemment beaucoup plus enrichissant pour un FRAC d'être vraiment au contact des artistes, puisque c'est évidemment un dialogue, une conversation permanente. C'est du long cours, on n'est jamais, on n'annonce pas en se disant voilà, dans 6 mois il y a une date, il y a un vernissage à telle date, il faut que l'exposition soit prête. On ne parle même pas d'exposition, là on parle vraiment de recherche, de venir vraiment travailler sur le terrain, et lorsque le projet est mûr, on le produit, on le donne à voir, et on en achète un certain nombre. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de ruche, de vivier d'artistes qui est là, présent autour du FRAC. D'ailleurs, on a transformé vraiment le FRAC plutôt en camp de base, plutôt qu'en lieu de présentation de la collection et d'exposition temporaire. L'exposition n'étant en fait qu'un rendez-vous à un instant donné, mais qui passe en amont par beaucoup de temps de rencontres et de découvertes, en fait. Donc ça positionne aussi vraiment le centre d'art comme, disons, un relais, une plateforme aussi qui permet un dialogue qui va dans les deux sens, en fait, et la collection est imprégnée aussi des pratiques artistiques, et puis la collection donne aussi un input en fait pour les artistes. Donc il y a cette réflexion c'est un dialogue finalement. On peut c'est un dialogue, et puis c'est une hybridation totale des formes, puisque par rapport à la conservation des collections, on est dans des normes muséales, donc on emprunte évidemment au musée son savoir-faire, sa technicité, son histoire, et on emprunte au centre d'art l'idée de la production, l'idée de l'invitation d'artistes pour être vraiment à leur côté, mais en sacralisant moins la dimension exposition, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'idée de la rencontre, en fait. Et c'est cette rencontre qui, à un moment donné, va produire, enfin on l'espère, pour un certain nombre de projets qu'on a engagés, des œuvres qui pourront intégrer la collection et qui seront amenées ensuite à circuler. Isabelle, pour Alain Morgan, vous avez été en charge du développement de la collection aussi, disons, le pan moderne et contemporain, surtout contemporain de la collection. Est-ce que vous avez dû aussi être confronté à cette fluidité, comme on le mentionnait tout à l'heure, du dessin dans son expression contemporaine? Est-ce que vous avez aussi, disons, développé des projets allant au-delà de la feuille du papier, pour le dire oui, enfin, de façon imagée? Je reviens à votre... Je dirais que, essentiellement, pour nous, le dessin, c'est quand même l'œuvre sur papier. Aussi parce que... vous pouvez mettre la précédente? Oui, non, celle-là. Essentiellement l'œuvre sur papier, aussi pour des raisons pratiques, en ce qui concerne les réserves, le département de restauration, etc. Tout est fait pour le papier. Le musée n'a pas... enfin, le musée, c'est aussi une bibliothèque, comme vous savez, donc on a une collection de manuscrits, de livres, mais donc on n'aurait pas l'équipement, en fait, pour collectionner des choses qui seraient... avec des matériaux complètement différents. Et je voulais dire aussi qu'en ce qui concerne les acquisitions récentes, surtout les achats, où on a plus d'initiatives que par rapport aux dons et aux legs, l'accent a été mis, et c'est pour ça que j'ai apporté toutes ces images, a été mis sur collectionner des artistes noirs, par exemple. Enfin, a été mis sur la diversité des artistes représentés dans la collection. Donc, j'ai apporté que ces exemples de dessins particulièrement bien, je pense, qui ont été acquis récemment, et dans lesquels on voit d'ailleurs certains exemples de recherche technique des années 60 ou 70, comme dans les exemples de Jack Whitten ou de Sam Gilliam, des artistes qui font des dessins où ils n'utilisent pas les outils traditionnels, Sam Gilliam utilisant la pliure, le froissement du papier, etc. Et Jack Whitten, dans cette série en particulier, où il utilise des acryliques, des cols qui ne se mélangent pas à l'eau, il diffuse les pigments dedans. Donc, je voulais dire que l'accent dans les acquisitions récentes n'était pas vraiment je ne sais pas si on dit ça en français, pousser l'enveloppe, enfin d'aller dans la direction de chercher ce qui serait
différents types de dessins, mais plutôt de représenter mieux finalement l'histoire du dessin avec les différents artistes qui y ont contribué de façon importante. Et alors bon, j'ai amené un mur de Sol Lewitt pour montrer qu'on a aussi un mur de Sol Lewitt, donc un wall drawing, quelque chose d'un peu qui n'est pas sur papier. Et puis, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que si dans le cadre des acquisitions, on reste donc dans une définition relativement traditionnelle du dessin comme œuvre sur papier, en revanche, au niveau des expositions, si vous montrez là, on peut explorer davantage. Et donc, par exemple, quand on a eu une exposition Matthew Barney, il a fait une de ses performances, Drawing Restraint. On peut dire que c'est au niveau de la performance et de la danse d'un côté et de la sculpture de l'autre que le dessin a pu se définir de façon différente au XXe siècle. Et donc, Matthew Barney, voilà un exemple de dessin, des empreintes laissées sur le mur avec cet effort qu'il a fait, enfin, toute cette performance où il soulevait des poids énormes. Et puis, aussi, j'ai ramené une image d'une installation de Monica Grijmala, une artiste qui fait des dessins dans l'espace, qui est connue donc pour avoir utilisé des scotch tout à travers une pièce, ou à la Morgan, elle avait fait une installation avec des feuilles de papier qui pendaient, toutes sortes de feuilles de papier. Certaines étaient imprimées des manuscrits de la Morgan d'ailleurs. Enfin, donc, dans le cadre d'une exposition temporaire, on peut réfléchir davantage sur qu'est-ce que le dessin et montrer d'autres types de dessins. Voilà. Claudine, dans votre cas aussi, vous êtes confrontée à ces questions et puis parfois, tout simplement, le dessin n'est pas destiné à être préservé, en fait à être conservé. Nous avons aussi des formes de dessin éphémères, tout simplement. Est-ce que vous avez parfois des exemples liés à vos collections qui, disons, mettent un peu tous ces principes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, très franchement en difficulté? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type, disons, d'expression graphique dans votre cas? Non, alors je ne suis pas à la direction du cabinet d'art graphique depuis si longtemps que ça, donc peut-être que dans des temps anciens, c'est arrivé. Mais on reste quand même... Enfin, la collection du centre, telle qu'elle... En tout cas, la collection d'art graphique... donc elle a commencé à se déployer de manière vraiment autonome à partir de 1975, donc ça c'est intéressant aussi dans le temps de regarder les choses et de se dire voilà, en fait qu'est-ce qu'elle reflète de cette mutation du dessin, et c'est là que ça devient intéressant. C'est de voir comment cette collection a suivi voilà, cette mutation à laquelle on assiste aujourd'hui, et qui pose des enjeux pour le futur. Et la principale question qui se pose pour nous aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est de se demander voilà, comment, quand le musée va réouvrir en 2030, voilà, comment on va présenter le dessin, quel statut il va avoir par rapport au reste de la collection, comment on va le présenter dans le parcours. Voilà, toutes ces questions-là sont évidemment des questions essentielles auxquelles on doit répondre. Et alors, bien sûr, on a voilà, dans la collection, j'avais fait une petite sélection, mais dès le début, en fait, assez tôt, voilà, on voit très très tôt que le dessin sort de ses frontières avec la question du collage. Et là, on a beaucoup d'exemples de collage dans la collection, dadaïstes, surréalistes, etc. Et puis après, on a aussi toute cette question, tout ce passage dans les années 70 qu'on évoquait l'autre jour lors d'une visite d'un groupe, qui est toute la question de l'art conceptuel et qui va traiter aussi le dessin d'une manière totalement différente. Alors là, vraiment, on sort aussi d'une définition telle qu'elle a été jusqu'à longtemps du dessin, et donc on va réouvrir d'autres questionnements. Et puis il y a l'extra large, que vous avez fait une exposition alors, sur cette question aussi des dessins qui sont des dessins monumentaux. Ça c'est important parce que là ça pose des questions évidemment de conservation. Et nous, au niveau plus strictement, disons, patrimonial et gestion des collections, comme le centre a différents secteurs de conservation, on peut se poser des questions. Voilà, par exemple, l'autre jour, on devait statuer sur le prêt d'un masque de Marcel Janco de 1919. Donc, c'est un masque en papier mâché, un portrait de Tristan Tzara. Eh bien, ce masque, il est en papier,
Mais il n'est pas dans le département des arts graphiques. Mais en revanche, il est en papier. Donc il a la même fragilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a aussi des dessins qui sont montés sur toile. Alors parfois ils sont en ce qu'on appelle les AP, en art plastique, et ils ne sont pas en art graphique. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions très, très concrètes, en fait, auxquelles on est confronté. Oui, oui, absolument. Donc, merci d'avoir éclairé de vos points de vue, de vos expériences, la thématique. Nous cédons à présent la parole au public pour des réactions, commentaires, suggestions à l'issue de cet échange. J'ai un micro ici prêt pour ceux ou celles qui auraient envie de poser une question. C'est le moment. Merci. Oui, ça s'adresse plutôt au Centre Pompidou. Pour qu'on aille voir les œuvres à Massy-Palaiseau, est-ce que vous pensez changer le mode des transports ou faire une navette, faire quelque chose, parce que c'est très, très mal desservi? Alors là, c'est une question qui s'adresserait plutôt au président Lebon. Mais oui, vous savez, la ligne 14 va bientôt être achevée. Et donc, il va y avoir les moyens, évidemment. Donc, l'horizon d'ouverture de Massy, c'est 2026. Donc, on espère que d'ici là, il y aura des transports, que ces fameux transports du Grand Paris seront mis en place. Mais la ligne 14 permettra quand même un accès assez simple pour aller à Massy. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions ? Pamela, c'est à vous de continuer, de clore. J'ai encore tout un stock de questions, donc si jamais si personne ne se lance, Pamela continue. On a 5 minutes. Je voulais simplement revenir sur une question qui a été posée au début. On dit toujours le dessin est fragile, le dessin est fragile. Donc je voulais dire, le dessin n'est pas nécessairement fragile. Oui. Ce n'est pas que le dessin est fragile, c'est qu'il est sensible à la lumière. Donc le problème avec le dessin, c'est quand on le montre, quand on le met sur le mur, et surtout s'il y a du soleil. Bon. Mais au fond, le dessin n'est pas du papier, sauf si c'est vraiment un papier très craquant. Mais une bonne feuille de papier avec du dessin dessus, c'est pas fragile. Hein. Donc et pour les problèmes des voyages, des dessins, le seul problème, c'est les pastels, parce que les pastels sont en poudre, et là, il est vraiment très sensible au mouvement. Donc même avec des caisses et des camions préparés spécialement pour qu'il y ait le moins possible, avec des amortisseurs formidables, le pastel, c'est mieux que ça voyage pas. Mais autrement, le dessin peut voyager, et le dessin se conserve très bien, mais voilà, c'est juste la lumière, c'est le problème. Désolée, il y a une question. Allez-y, Claudine, puis après, il y a une question du public. Aussi. L'humidité, donc rapidement, il y a la question de l'oxydation, l'humidité, voilà. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle, et aussi, il y a une chose dont on parle peu, mais dont on parlera, je pense, un jour ou l'autre, c'est la fragilité de la peinture, oui. Puisque on n'en parle pas beaucoup, mais j'avais assisté il y a quelques années, d'ailleurs, aux États-Unis à une journée d'études sur cette question. Les pigments se dégradent aussi à la lumière, bien sûr. Ils sont aussi photosensibles que la feuille. Certains pigments. Et donc, certains pigments peuvent se dégrader et disparaître. Vous avez parlé jusque-là de papier et je voulais savoir dans quelle catégorie vous alliez mettre les dessins sur textile, qu'ils soient faits avec des encres ou avec carrément du fil et cousu. Et juste en aparté, c'est vrai que la dégradation des couleurs, je vois déjà depuis le 19e, il y a des marrons qui ont beaucoup viré. Merci. Est-ce que vous souhaiterez ?
Alors, moi, je peux juste apporter une réponse par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment cette translation de passer de notre couvent actuel à un tripostal, où on se pose la question effectivement des aménagements dédiés aux collections, aux expositions, comment on va faire exposition, comment on va traiter différemment ces espaces, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de traiter un bâtiment de 15 000 m² en étant climatisé, avec des normes d'hygrométrie identiques partout. C'est impossible, même en termes de coûts de fonctionnement, c'est complètement inenvisageable aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des espaces qui vont être traités de façon très très spécifique. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on parle plus d'écriture dessinée que de dessin, ce qui fait que ça nous permet aussi d'intégrer un certain nombre d'œuvres sur textile. On vient d'acquérir par exemple un corpus de Myriam Mindou, on a des crins de Pierrette Bloch, et donc on a aussi une diversité de supports, de médiums, de matériaux. Donc on est vraiment sur l'idée des écritures dessinées, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire une sorte de grande traversée où on pourra partir de l'animation, des supports numériques, multimédia, jusqu'à la bande dessinée, l'illustration, l'animation, et avec évidemment toutes les expérimentations que les artistes veulent bien nous proposer et qu'on pourrait rentrer dans ce champ assez large en fait des écritures dessinées. Et peut-être pour simplement rebondir aussi sur ces questions de catégorisation, elles sont fondamentales puisque physiquement, nos espaces de conservation et de stockage en fait, reflètent aussi la catégorisation des collections. Et puis, nous avons, en tout cas au musée Yeniche, tendance aussi à considérer l'intention de l'artiste finalement, comment l'artiste se qualifie lui-même, est-ce qu'il se considère davantage comme un dessinateur ou un peintre ou un sculpteur ou finalement qu'importe, et revenir à cette idée même première du dessin finalement comme étant aussi l'expression d'une intention avant tout. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que le temps est écoulé. Nous avons 5 petites minutes. 5 petites minutes. De clore, Pamela. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Maintenant ou jamais. Pamela, je t'invite à clore peut-être avec une dernière question. Oui. Dernière question. J'hésite parce que certaines nous feraient dépasser largement le temps. On a 5 petites minutes, donc voilà, 1 minute pour chacun. Alors, ce serait plutôt une question pour les deux institutions qui s'apprêtent à déménager. Est-ce que dans vos dépôts idéaux, et si vous osez révéler en fait ces informations, hein, mais est-ce que vous avez, par rapport à l'architecture prévue, puis à vos réserves prévues, d'intégrer d'une façon ou d'une autre, par exemple, des espaces pour intégrer le dessin grand format, par exemple, monumental. Est-ce que vous anticipez aussi ces nouvelles formes qui se développent déjà et qui vont aussi se développer? Alors, difficile d'être visionnaire, évidemment, mais est-ce que vos locaux seront pensés pour accueillir aussi ces formes d'expression dessinée qui dépassent nos standards plus classiques? Vous voulez dire en termes d'exposition ou de réserve? De réserve. Vraiment d'espace pour... alors d'exposition aussi, évidemment, parce que qui dit réserve dit aussi valorisation des dessins, donc lieu d'exposition. Si on revient, on voit aussi que sur votre... oui, j'avais donné un exemple. Voilà, on voit aussi que les espaces sont tout de même très vastes. Donc, oui. Ça, en termes d'exposition, je pense qu'on pourra. Après, en réserve, c'est encore une autre question, puisque ce type de dessin, il y a la question de comment on les stocke, en fait. Et souvent, ils sont roulés, si c'est possible. Compte tenu de leur fragilité, parce qu'un tel dessin, par exemple, je vous montrais celui de Mario Mers, il est évidemment impossible de l'encadrer. Donc, comment faites-vous pour le conserver? Donc, le meilleur moyen de le conserver, qu'il n'y ait pas de lumière, c'est de le rouler. Oui, et par chance, il ne s'agit pas d'un pastel. Voilà, donc non, là, évidemment... Ah si, pastel et feutre. Oui, mais Laetitia, il est roulé. Voilà, donc c'est comme ça que... Et donc, dans ces cas-là, ça permet qu'il y a quand même une logique dans des réserves, il y a quand même une logique de place et surtout une logique de coût, puisqu'une réserve, par définition, surtout quand on voit la vitesse de croissance d'une collection comme celle du centre, une réserve, elle va vite se remplir. Et donc, il faut quand même réfléchir à ces questions-là.
Alors j'espère qu'on ne va pas se limiter en se disant non, c'est trop grand, on ne peut pas. C'est Mais... le risque aussi. Et peut-être que justement, ce sera plus le rôle des FRAC, où on peut aussi se dire qu'il n'y a pas que le Centre Pompidou et qu'il y a des territoires et qu'il y a des lieux où les artistes peuvent exposer. Et voilà, peut-être ça peut être une réflexion pour l'avenir. L'idée de mutualiser aussi les réserves, par exemple. Pour le mot de la fin, je cède la parole à Pascal. Non, là, vous avez deux vues un peu inédites parce qu'on les a très peu montrées. C'est les premiers schémas d'Alexandre Chemetov qui est en train de réhabiliter donc l'ancien tripostal de la région Picardie. Et le rez-de-chaussée, en fait, où vous voyez les anciens quais de déchargement où le courrier arrivait, c'est un grand plateau de 4000 m² qui fait 7 mètres de hauteur sous plafond. Donc on va rester vraiment dans son jus pour justement permettre des interventions qui soient plus de l'ordre de l'installation, des installations immersives, en étant vraiment sur des invitations, alors non pas à investir 4000 m², parce que là c'est vraiment pharaonique, mais vraiment d'en consacrer une partie à des installations assez monumentales, comme par exemple une exposition récente vraiment assez incroyable de Jérôme Zonder au Casino au Luxembourg, où on était vraiment complètement dans le dessin, où on circulait au milieu du dessin, du sol au plafond. Donc c'est un des artistes qui travaille aujourd'hui sur ce rez-de-chaussée. Et à l'étage, le bandeau de fenêtres que vous avez, là, correspond à des espaces qui sont traités aux normes en termes de contrôle hygrométrique, de contrôle de lumière et de climatisation, où là, on sera plus dans des logiques de présentation de collections, mais aussi de circulation de collections, que ce soit des collections privées, des collections publiques, d'être vraiment dans des invitations, donc de jouer vraiment sur des strates différentes et des boîtes dans la boîte, puisqu'on aura aussi une boîte consacrée au dessin d'animation, et on peut imaginer d'autres espaces vraiment dédiés à des artistes. C'est pas forcément révolutionnaire comme réflexion, puisque le MAMCO à Genève l'avait fait en son temps avec une succession d'espaces dédiés à un certain nombre d'artistes. Donc, c'est d'offrir à chaque fois des pluralités de lecture, de présentation, mais de traverser, en plus avec des temps forts qui seront dédiés à la bande dessinée, dédiés aux arts numériques. Donc, on sera vraiment, pour le coup, sur une plateforme des écritures, ce qui permettra vraiment des expériences à la fois immersives, physiques, et puis en même temps de l'ordre du cabinet de curiosité. En fait. Un grand merci. Je vous remercie infiniment pour cet échange. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de symposium. Merci. Merci.